Bonjour et bienvenue dans cette ressource vidéo dédiée au contrôle et à l'audit. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de la SAS Format Conseil. Je vous propose dans cette ressource d'envisager ensemble quelques pratiques pour détecter des indices en matière de fraude. Mais avant d'entrer dans le détail, je voudrais attirer votre attention sur une différence fondamentale entre l'erreur et la fraude. La première, l'erreur donc, n'est pas commise de façon intentionnelle, ce qui n'est pas le cas de la fraude. Tout acte frauduleux, en effet, part d'une volonté consciente de son auteur. Ensuite, la fraude peut être commise par des personnes internes à l'organisation, comme des salariés ou des dirigeants par exemple, ou bien encore par des tiers. Enfin, le risque d'être victime d'agissements frauduleux est de nature universelle. Il concerne en effet toutes les organisations, toutes les activités, tous les métiers, sans exception. D'où l'importance de maîtriser ce risque dans tout type de situation. Cela implique des actions de prévention pour éviter que la fraude ne soit commise et des actions de détection pour agir au plus vite si la fraude est avérée. Ces actions donc de prévention et de détection s'appuient sur des indices et des comportements susceptibles de révéler des actes répréhensibles. Concernant les indices, pour commencer, notons que les défaillances importantes du système de contrôle interne en font partie. En effet, à défaut de dispositifs de contrôle suffisants, le risque qu'une fraude soit commise et que celle-ci ne soit pas détectée est bien évidemment plus élevé. D'autres indices nous alertent également, comme par exemple une évolution chiffrée non expliquée, des accès non sécurisés au matériel et au système informatique, ou bien encore l'absence de congé pris par un collaborateur. La comptabilité peut également nous renseigner sur des mouvements atypiques ou mettre en évidence des soldes comptables non apurés qui seraient les conséquences d'opérations frauduleuses. Enfin, l'organisation des fonctions entre elles peut générer un environnement défavorable à la réduction du risque de fraude. C'est le cas lorsque des pouvoirs sont par trop concentrés sur une seule et même personne, si cette personne par exemple est chargée à la fois de passer des commandes, de comptabiliser les engagements correspondants, de procéder au paiement et pour finir de contrôler la totalité de ce qu'elle a fait. Les indices de fraude ne sont pas uniquement matériels ou organisationnels. Les comportements humains sont également riches d'enseignements. On connaît d'ailleurs l'importance de la communication non verbale dans toute relation. La fraude, bien évidemment, n'échappe pas à la règle. Ainsi, lors d'entretiens professionnels, certains comportements peuvent nous interpeller, même si, bien évidemment, ils ne suffisent pas à être conclusifs à propos de la fraude. Il s'agit de signaux d'alerte. Ces comportements sont principalement les suivants. Premièrement, une certaine forme d'agitation lorsque notre interlocuteur ne tient pas en place, bouge de façon intempestive, réagissant même physiquement à des remarques particulières qu'on lui adresse. Ensuite, la posture en arrière peut être un signal particulier. Dans telle situation, notre interlocuteur se tient en arrière pour créer une distance visant à se protéger. L'absence de tout contact visuel est également caractéristique d'une personne qui cherche à fuir. Ensuite, une attitude inappropriée nous avertit sur une communication malaisée.
C'est le cas lorsqu'une personne fait preuve d'exagération dans sa façon d'être, en montrant par exemple des signes excessifs de gentillesse vis-à-vis de son auditoire, ou alors en manifestant une virulence dépassant toute mesure requise dans un entretien professionnel. Enfin, l'anxiété est également une expression de nature à nous alerter. Les soupirs, la transpiration, l'effrontement continu de mains ou du visage, les débits de parole hachés, autant de révélateurs d'un degré d'anxiété élevé chez une personne qui peut-être aurait commis des actes répréhensibles. Attention toutefois, l'étude des relations humaines ne relève pas d'une science exacte. Aucun comportement en soi ne qualifie de façon absolue les intentions et les agissements de son auteur, et c'est tant mieux. Si tel était le cas, nous serions totalement déterminés comme le sont les machines. Il ne suffit donc pas que notre interlocuteur s'agite, se tienne en arrière, marque des expressions décalées par rapport au contexte, soit anxieux, pour être définitivement reconnu comme une personne ayant commis une fraude. La communication non verbale est source de signaux d'alerte, je l'ai dit, mais un signal n'est pas une preuve. L'enjeu est donc de décider des suites à donner aux indices détectés, à savoir s'il y a lieu d'investiguer ou pas, d'informer immédiatement la direction ou encore de recourir à un prestataire spécialisé pour enquêter. Ainsi se termine cette ressource vidéo. J'espère qu'elle vous permettra d'être plus à l'aise sur les questions relatives à la détection de la fraude. Si vous souhaitez me contacter pour tout échange sur ce sujet, ou si vous souhaitez des renseignements sur les formations que je propose à distance ou les accompagnements professionnels, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez le faire par téléphone ou par WhatsApp, mais également par mail. Les coordonnées s'affichent dans le générique de fin. Il est temps pour moi de vous remercier de votre attention et de vous donner rendez-vous pour une prochaine ressource.